Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouvelle émission et surtout nouveau sujet. Nous revenons avec cette fois un petit changement d'animation. En effet, nous ne serons plus que deux car Mathieu nous quitte pour de nouvelles perspectives professionnelles. Mais on le remercie chaleureusement pour ces 2 années partagées et surtout des années riches d'échanges très intéressants. Et on lui souhaite également le meilleur pour la suite. Donc les 2 années précédentes, nous avons décidé d'axer l'émission sur en général une grande thématique que nous avons essayé ensuite d'aborder sous différents angles. On a d'abord parlé d'animaux en ville, puis de végétaux. Et cette année, nous aimerions changer de perspective en vous proposant des séries de plusieurs épisodes thématiques autour d'un sujet pouvant mêler animaux, végétaux, mais étant toujours en lien avec la ville. Notre objectif, c'est aussi de proposer à la fois un point de vue scientifique, avec notamment des chercheurs universitaires ou pas, mais aussi un point de vue plus opérationnel, technique et parfois politique, en invitant de nouveaux acteurs. La première thématique que nous aborderons concerne la présence d'animaux en ville, mais plus spécifiquement d'animaux de rente, donc des animaux qui remplissent certaines fonctions particulières. Et on y reviendra dans l'émission d'aujourd'hui. En effet, la transition socio-écologique des villes françaises fait une place de plus en plus grande à des animaux qui, jusqu'ici, en avaient été chassés. Des chèvres, des moutons qui, par exemple, vont être employés pour l'éco-pâturage, des poules qui deviennent composteuses pour aider à la gestion des déchets, ou encore des chevaux qui font leur retour pour tirer des calèches scolaires ou des bennes de ramassage d'ordures. Ce retour des animaux de rente ne se fait pas sans susciter des interrogations, à la fois sur le lien entre eux et les citadins, mais également sur leur place au sein des politiques publiques. Pour aborder ces questions, nous accueillons aujourd'hui Clara Lyonnais-Voutaz, qui est doctorante et bientôt docteur, si tout va bien, en géographie et aménagement à l'Université Lyon 3. Bonjour Clara. Bonjour Héloïse. Et Clara, vous la connaissez bien, puisque c'est elle qui anime normalement l'émission et qui le fera durant tout le reste de l'année à mes côtés, bien sûr. Mais aujourd'hui, elle passe de l'autre côté du micro, puisque son sujet de recherche rentre complètement dans le premier thème que nous abordons, donc la présence des animaux de rente en ville. Alors pour commencer, Clara, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu plus tes sujets de recherche, ton sujet de thèse et nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivée à ces questionnements ? Alors mon sujet de recherche, il porte sur la place des animaux en ville et en particulier de 2 animaux, donc les poules et les chevaux. Comme tu l'évoquais dans l'introduction, ça concerne à la fois les poules dites composteuses, donc des poules qui sont soit distribuées aux habitants, soit installées dans des poulaillers partagés, avec comme objectif à la fois de gérer les déchets alimentaires et puis aussi de produire des œufs pour les citadins. Et mon autre objet d'intérêt, ce sont les chevaux dits territoriaux. Donc ça désigne des chevaux qui rendent des missions de service public, c'est-à-dire qu'ils font du ramassage scolaire, du ramassage des déchets ou de l'entretien des espaces verts. Et donc je m'intéresse à ces initiatives, à la manière dont elles sont mises en place, mais aussi à ce que ça peut changer pour les habitants en termes de perception du cadre de vie, puisqu'on a beaucoup de travaux sur le fait que le végétal en ville contribue à améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants. Et donc mon point de départ, c'était de m'interroger sur ce que les animaux pouvaient faire en reprenant ces questionnements et en les transposant. Et je suis arrivée à ces questionnements progressivement, puisque j'ai commencé à travailler sur les animaux d'abord en littérature ancienne, puis en arrivant en géographie, je me suis aperçue que c'était des questionnements très actuels. Et je dirais que le point de départ de mon travail, c'est l'idée que tout le monde a quelque chose à dire sur les animaux. Donc contrairement à d'autres sujets, tout le monde se sent légitime à en parler. Et au-delà de ça, en parlant des animaux, des personnes d'horizons très différentes viennent aussi parler de leur histoire personnelle, de leur cadre de vie, de leurs préoccupations. Et donc en cela, je trouve que les animaux sont un angle d'attaque très intéressant pour échanger avec une grande diversité de personnes. C'est vrai, et c'est vrai que comme tu le disais, on a quand même beaucoup d'études sur le végétal. Il y en a quand même sur les animaux en ville de plus en plus, mais c'est vrai que c'est peut-être un sujet que des fois on oublie ou qui peut être abordé que sous l'aspect peut-être des nuisances. Mais alors moi je me demande comment est-ce que tu en es arrivé à... pourquoi travailler sur les poules et les chevaux, c'est assez original comme choix. Pourquoi ces espèces-là en particulier ?
Effectivement, c'est souvent la réflexion qu'on me fait quand je présente mon travail. On me dit que c'est étonnant, d'autant que lorsqu'on pense aux animaux en ville, en général, on pense plutôt soit aux animaux dits nuisibles, donc aux indésirables, soit à la biodiversité, par exemple aux oiseaux. Et là, justement, ce qui m'intéressait dans ce choix des poules et des chevaux, c'était d'avoir 2 animaux qui sont plutôt désirables, on y reviendra, qui sont plutôt bien connus aussi. A priori, tout le monde sait à peu près ce qu'est une poule et un cheval. Et donc ça permettait d'étudier justement les relations des citadins à ces animaux, sachant que dans les initiatives que j'étudie, c'est des animaux qui sont réintroduits dans un contexte où on n'a pas l'habitude de les voir. Donc souvent, les habitants m'ont dit que c'était plutôt des animaux de la ferme. Et donc la question, c'est aussi de voir qu'est-ce qui se passe quand on réintroduit ces animaux de la ferme en ville. Et ce qui était intéressant dans le choix des poules et des chevaux, c'est aussi la comparaison. Puisqu'évidemment, c'est 2 animaux de taille différente, avec lesquels les humains ont eu des relations différentes, qui sont présents dans des lieux différents. Les poules sont immobiles, les chevaux sont mobiles, donc ça change aussi leurs impacts. Et ça permet aussi d'avoir 2 regards sur les enjeux de la nature en ville aujourd'hui, puisque les poules sont plutôt du côté de la gestion des déchets, de la production alimentaire, alors que les chevaux sont plutôt du côté de la mobilité. Et les 2 se retrouvent sur le fait qu'ils favorisent le lien social, mais j'imagine qu'on y reviendra. Oui, c'est fort probable. Et du coup, donc c'est des animaux, là tu travailles sur leur présence en ville d'accord, mais quelle ville? Je me demandais s'il y avait des endroits particuliers en France qui étaient concernés par ce type de projet. Alors effectivement, en France, on a une grande diversité de villes qui sont concernées par ces projets. Donc je vais commencer par rappeler sur lesquels j'ai travaillé et puis ensuite j'élargirai un petit peu. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé sur 4 agglomérations françaises. Donc l'agglomération de Rennes, celle de Strasbourg, celle de Montpellier et celle de Bourg-en-Bresse, qui a un statut un peu différent puisqu'elle n'est pas sur le même plan en termes de hiérarchie urbaine que les 3 premières. Et j'ai travaillé à la fois sur les communes centrales et puis sur des communes de banlieue ou des communes périurbaines. Du coup, ces projets sont mis en place dans différents types de villes. Pour l'instant, je n'ai pas un inventaire complet, mais ce qui ressort, c'est que pour les poules, on n'a pas de recensement officiel, donc on peut le trouver au gré d'articles de presse, etc., aussi bien dans des communes rurales qu'urbaines, aussi bien dans des grands centres urbains que dans des villes moyennes. Et pour les chevaux, les chiffres varient selon les années et les recensements, mais on aurait en France entre 130 et 200 collectivités qui utilisent les chevaux pour des missions de service public, avec des projets très différents, puisqu'on a à la fois des communes qui les utilisent toute l'année, par exemple pour du ramassage scolaire, donc là de septembre à juin, et des communes qui font appel aux chevaux de manière beaucoup plus ponctuelle, par exemple juste au mois de janvier pour ramasser des sapins de Noël. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça concerne une grande diversité de collectivités. Ok. Et moi, justement, ça me fait penser, donc c'est ce qu'on vient un petit peu d'évoquer aussi, le fait que nous-mêmes, dans l'émission, on a beaucoup parlé de projets liés à la végétalisation, qui pouvaient être mis en place par les municipalités et également dans différents types de municipalités. Et du coup, je ne sais pas si c'est des sujets qui te parlent, mais en tout cas, est-ce que toi, tu identifies des points communs ou des différences, ou les deux, entre ces types de projets et la présence des animaux de rente? Alors effectivement, je trouve que les 2 sujets s'apportent beaucoup. Moi, je m'appuie beaucoup sur ce qui a été fait sur la nature végétale en ville. Donc on retrouve des points communs sur les questionnements que ça suscite, par exemple sur le fait que ça pourrait améliorer l'ambiance urbaine, certains paysages, favoriser le bien-être, etc. Et en termes de différence, ce qui ressort des échanges que j'ai eus avec les habitants, c'est que les animaux de rente, donc notamment les poules et les chevaux, sont perçus comme beaucoup moins à leur place en ville que des éléments végétaux. Les habitants ne questionnent pas la présence des arbres alors qu'ils questionnent la présence des chevaux. Et puis, ce qui ressort des échanges, c'est que l'animal est plus directement perçu comme un vivant face auquel les habitants ont une forme de responsabilité. Et j'ai des personnes qui m'ont explicitement dit que lorsqu'ils s'occupent du jardin partagé, ça n'est pas grave s'ils oublient d'arroser telle ou telle plante, alors que s'il y a des poules, ils ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait de passer, de ramener de l'eau, du grain, etc. Et souvent, les habitants m'ont dit que l'animal était plus vivant que le végétal dans leur perception de la nature en ville. Et le dernier point de différence, je dirais, c'est qu'autour des animaux se posent des questions de bien-être animal qui, il me semble, apparaissent beaucoup moins concernant les végétaux. Et donc, la présence des animaux questionne aussi ces éléments-là et résonne avec des préoccupations de société plus globales.
Et justement, je trouve ça assez intéressant, notamment quand tu évoques la question de la place, j'allais dire de la légitimité presque des animaux à être présents, qu'on les perçoit comme moins à leur juste place. Moi, ça m'évoque justement aussi une forme de contradiction, ou en tout cas de tension entre ces projets et le rythme actuel des villes. Dans le sens où aujourd'hui on est dans une sorte de sphère de modernité où on va pousser les technologies, les modes de transport à être de plus en plus novateurs, modernes justement. Alors que moi quand je pense par exemple aux chevaux et à une calèche, ça m'évoque quelque chose de plus ancien, plus archaïque. Je sais pas comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que tu as des observations à ce sujet peut-être? Alors effectivement, je n'ai pas d'explication, mais j'ai trouvé que cette tension était vraiment passionnante sur le terrain, en particulier pour les chevaux, avec des discours qui parlent tantôt d'archaïsme et tantôt de modernité. Donc effectivement, la présence des chevaux renvoie à l'histoire urbaine, ça renvoie à un passé urbain bien présent et qu'on retrouve aussi dans certains films, par exemple. Donc on sait qu'à Paris, en 1880, il y avait environ 80 000 chevaux. Ces animaux ont eu une place importante dans le développement urbain avant d'être progressivement mis à l'écart, dans un contexte où d'autres éléments étaient mis à l'écart, comme les abattoirs, puisqu'il y avait un enjeu de mise en ordre sanitaire, mais c'est aussi une mise en ordre sociale et politique. Donc là, pour citer Jean Estebanez, le but, c'est de produire la bonne ville, saine, sûre et belle. Et donc, dans cette ville saine, sûre et belle, il était jugé que les animaux n'avaient plus leur place. Ce qui explique sans doute aujourd'hui que pour une partie des acteurs et des habitants, les animaux de rente sont associés à ce passé urbain et donc n'ont plus leur place dans nos villes, ou alors ils sont associés à des villes de pays en développement. Et donc la question de la modernité urbaine est toujours au cœur de ce débat. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans les échanges avec les acteurs, c'est justement que d'autres, à l'inverse, expliquent que la présence des animaux, c'est une nouvelle modernité, dans le cadre justement du développement d'une ville plus naturelle, plus vivante. Et donc, par exemple, les acteurs de la filière équine ont un slogan qui est « l'énergie animale, une énergie d'avenir ». Donc en argumentant le fait que c'est une énergie décarbonée et qui, du coup, remplacerait les moteurs thermiques. Et donc, sans avoir d'explication sur cette tension, je trouve qu'elle est intéressante, puisqu'en fait, en rentrant par le prisme des animaux, on voit comment différents discours sur la modernité urbaine se confrontent. Et en tant que géographe, j'ai trouvé très intéressant le fait de décentrer un peu notre prisme, qui est en général l'espace, en le plaçant ici sur la temporalité, qui joue un rôle primordial sur les représentations et la place qu'on fait ou pas à ces animaux. Et est-ce que justement tu penses qu'on peut aussi déplacer ce prisme sur peut-être la question, ça touche à de la temporalité, mais à la question de la vitesse, parce que aussi la deuxième opposition que moi j'imagine, et c'est pareil, je sais pas si tu es tombé sur des articles ou des choses à ce sujet, mais c'est l'opposition entre des rythmes urbains accélérés où aujourd'hui en ville tout va très vite, on prend rarement le temps de s'arrêter, observer, et encore une fois les chevaux pour moi c'est un rythme beaucoup plus lent et qui va un petit peu à l'encontre de notre rythme quotidien en ville. Oui, effectivement, sur cette question de la temporalité, la question des rythmes est vraiment ressortie, donc cette fois-ci à une autre échelle. Et c'est l'un des premiers éléments qui m'a frappée aussi à titre personnel dans les observations, puisque finalement, quand je passais du temps à suivre la calèche, c'était un rythme de déplacement complètement différent de mon rythme personnel en ville. Et c'est des questions qui intéressent aussi beaucoup toutes les personnes qui réfléchissent plus largement aux ambiances urbaines, avec des questions autour de ces formes de ralentissement, et donc tous les discours autour de la ville lente comme ville plus agréable à vivre. Et dans ce cadre-là, les discours des habitants mettaient vraiment en avant une forme d'opposition entre un rythme de la vie urbaine, un peu caractérisé par métro, boulot, dodo, avec des déplacements rapides qui doivent permettre d'aller d'un point A à un point B le plus efficacement possible, et un rythme, qu'on pourrait dire peut-être rythme de la nature, donc rythme du pas du cheval, où les déplacements finalement prennent un temps plus long, et ce temps long peut être valorisé. Et là, j'ai en tête notamment des discours de parents dont les enfants prenaient la calèche le matin et le soir, qui m'ont expliqué que ce temps-là, cet espace-temps de la calèche était un espace-temps vraiment important. Donc les enfants auraient très bien pu aller à l'école en voiture, ce qui aurait mis 5 à 10 minutes. Et certains demandaient à prendre la calèche, voire à descendre à l'arrêt d'après,
pour passer plus de temps dans la calèche et pouvaient mettre 45 minutes, voire 1 heure pour faire un trajet qui normalement pourrait être fait plus rapidement parce que cet espace-temps était important pour faire un sas entre l'école et la maison et puis pour ralentir et ne pas se presser. Et donc j'ai trouvé que là, les animaux contribuaient aussi à ces réflexions sur les rythmes, donc les chevaux sur les mobilités et puis les poules sur la production alimentaire, puisque finalement, certains parents étaient obligés d'expliquer aux enfants que la poule ne pondait pas des œufs en continu toute la journée. Et donc il fallait aussi acquérir une certaine patience qui contredit un peu l'impression qu'on pourrait avoir quand on va dans un supermarché et où toutes les ressources alimentaires sont à disposition de manière immédiate. Et en plus, je pense qu'il y a peut-être un apport ludique aussi pour les enfants qui peut être intéressant. Mais justement, ce que tu dis là, ça me lance sur mes questions suivantes. Quels sont les apports de ces projets peut-être déjà du point de vue politiques urbaines, économie, pardon, je sais pas. Voilà, quels sont les bénéfices en fait de ces projets-là? Alors, je vais commencer par la fin de ta question sur l'aspect économique. Donc, du point de vue économique, il n'y a pas de bénéfice à proprement parler, en tout cas pas dans les études que j'ai menées, puisque souvent, donc pour les poules, l'investissement est minimal, a fortiori quand ce sont des poulaillers partagés gérés par des associations, mais pour les chevaux, ça coûte de l'argent pour la commune d'avoir des chevaux, d'employer des personnes avec des compétences spécifiques, et puis lorsqu'il y a des frais vétérinaires, on sait que ça peut vite représenter un coût assez important. Donc dans les communes que j'ai étudiées, je n'ai pas vu de bénéfices économiques. En revanche, ce que tous les acteurs mettaient en avant, c'était des bénéfices à d'autres niveaux. Donc le premier qui est ressorti de manière unanime, c'est la question du lien social, avec l'idée qu'autour des animaux se tissent des liens sociaux. Et ça correspond parfaitement au projet des villes contemporaines qui visent à justement développer des liens sociaux, des espaces-temps pour échanger. Donc là, c'est un premier rapport. Et puis, pour une partie des acteurs, l'enjeu, c'est aussi de lutter contre une extinction de l'expérience de nature. Donc là, à la fois pour les enfants, comme tu le signalais, mais en fait aussi pour les autres citadins. Et donc, l'idée, c'est de permettre à des citadins qui seraient moins au contact de ces animaux dits de la ferme, de les côtoyer, d'apprendre des choses également sur eux. Et puis, pour les enfants, donc, il y a évidemment un rôle éducatif. Et j'ai d'ailleurs pu observer des poulaillers dans les écoles qui étaient parfaitement intégrés par les équipes enseignantes aux différents enseignements. Et du point de vue des politiques publiques, ce qui apparaissait aussi, c'est que ça peut contribuer à des formes d'animation urbaine, puisque, donc, comme on le disait, ça peut sembler incongru de croiser un cheval dans la rue. Et donc, ça permet aussi d'animer l'espace public, d'intégrer, par exemple, les chevaux dans le cadre de certains événements. Et pour certaines communes, c'est aussi un élément d'attractivité territoriale ou de marketing urbain. Et là, je pense à la commune de Vendargues, qui se situe en périphérie de Montpellier, qui est une commune de 7000 habitants et qui, en fait, tous les ans, bénéficie de reportages notamment télévisés sur des chaînes régionales et nationales, parce que c'est la commune en France où le ramassage scolaire avec les chevaux est le plus développé. Et donc là, ces communes tissent des récits autour de ces animaux. Et c'est le dernier point peut-être que je pourrais soulever dans ces apports, c'est le fait que ces animaux, ils s'intègrent très bien dans des récits de projets ou d'espaces urbains. Et donc là, je m'appuie sur tous les travaux de Laurent Matet qui s'intéresse aux récits en urbanisme. Et en fait, ce qui ressort, c'est que donc, les animaux, ce sont des personnages, des histoires pour les enfants, mais finalement, ils apparaissent aussi comme des personnages des récits urbains et comme un biais intéressant pour raconter la ville ou une politique ou un projet par un biais qui peut être saisi par tous et toutes. Et justement, tu as aussi évoqué là des bénéfices pour les habitants eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu observer pendant tes recherches ? Alors, une partie des bénéfices rejoignent ceux que j'ai déjà évoqués. Ce qui ressort, c'est que pour les habitants, la présence des animaux est perçue comme pouvant amener des choses agréables, même si certains et certaines nuances en expliquant que les animaux peuvent aussi amener des nuisances, notamment olfactives ou sonores. Et donc, ce qui ressortait de ces échanges, c'est donc cette forme de reconnexion à la nature, de lutte contre l'extinction de l'expérience, avec un discours très marqué sur certaines populations à besoins spécifiques. Donc, beaucoup de discours sur les enfants, sur les personnes âgées également, que ce soit parce que ça permet de faire du lien ou que pour certaines, ça leur rappelle aussi une histoire lorsqu'ils et elles ont vécu dans des espaces ruraux, et pour les personnes en situation de handicap.
Et donc là, on voit bien aussi toute l'influence de la médiatisation de l'accompagnement avec des animaux et de la médiation animale. Ce qui était très mis en avant également, c'est la question du lien social. Donc, beaucoup d'habitants m'ont expliqué que ce soit le poulailler ou la calèche, ce sont des espaces d'échange et de connexion avec ses voisins. Donc ça permet d'avoir un point en commun autour duquel discuter. Ce qui rejoint aussi tous les travaux qui ont été menés sur les poulaillers partagés, par exemple. Ici, ce sont les animaux, mais on pourrait imaginer d'autres points communs. Et le dernier élément qui était mis en avant, mais peut-être plus difficile à mesurer, c'est la question de l'apaisement des ambiances urbaines, avec l'idée que le fait de fréquenter des animaux, ça contribuerait au bien-être des habitants. Et dans le cas des enfants, ça contribuerait aussi à un bien-être particulier, notamment dans le cas du ramassage scolaire, avant ou après l'école. Cet espace-temps, il était présenté comme important pour les enfants par à la fois les parents et les agents municipaux. Et alors j'ai une dernière question, parce que le temps file, comme d'habitude, un peu trop vite pendant l'émission. Mais tu as évoqué quand même quelques nuisances qui pouvaient être observées. Tu parlais des odeurs. Justement, est-ce qu'il y a des oppositions à ce type de projet, ou est-ce que c'est des choses qui vont faire plutôt consensus à la fois, je me pose cette question à la fois pour le côté des politiques, mais aussi des habitants. Alors, pour les poules, je n'ai pas rencontré d'opposition sur les terrains étudiés. Effectivement, certains habitants ont mentionné le fait qu'il pouvait y avoir des nuisances sonores ou olfactives, mais souvent en disant que ça pouvait être géré. Donc, si le projet était bien géré, il n'y avait pas de problème. Pour les chevaux, c'est très différent. Le fait de faire travailler les chevaux en traction animale, ça suscite des débats. Et dans les différents terrains que j'ai étudiés, cette opposition, elle était portée notamment par des collectifs antispécistes, pour lesquels ce travail des chevaux était une exploitation des animaux. Donc là, il y a aussi un enjeu de vocabulaire. Les collectivités et les agents parlent de travail animal, les collectifs antispécistes parlent d'exploitation. Et donc rapidement, je peux juste présenter un exemple assez récent, qui est celui de la commune de Questembert, qui se trouve en Bretagne, à proximité de Vannes, où il y a eu en avril-mai 2025 2 pétitions qui se sont fait face. Donc la première était contre le travail des chevaux dans cette commune qui emploie des chevaux depuis longtemps. Et donc elle a recueilli, d'après mes derniers relevés, à peu près 25 000 signatures et 320 commentaires. Et donc ça s'inscrit dans des logiques de pétition qui arrivent assez souvent finalement sur les terrains, portées par un collectif antispéciste. Et face à cette pétition, chose plus rare, une seconde pétition a été lancée en faveur du maintien des chevaux à Questembert. Et donc cette dernière a recueilli environ 22 000 signatures et fait rare sur les pétitions que j'ai observées, plus de 5 800 commentaires. Donc c'est un exemple qui est très intéressant puisqu'on voit justement ces 2 discours s'affronter, chose que je n'ai pas vue sur mes terrains. En général, j'ai rencontré soit les acteurs en faveur, soit les acteurs contre, rarement les 2 au même endroit, au même moment. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'étude de ces pétitions, c'est que cet exemple est aussi révélateur de tensions autour de la perception de l'écologie. Puisqu'en fait, dans les discours, l'écologie était mobilisée de 2 manières. Donc, dans les projets en faveur, on nous présente ces initiatives comme des projets écologiques, de mobilité décarbonée, donc en faveur de l'environnement. Et pour certains acteurs, écologie et antispécisme vont de pair. On ne pourrait pas les dissocier. Et donc, pour eux, il est inenvisageable d'exploiter des animaux au nom de l'écologie. Donc, ces acteurs dénoncent une certaine vision partielle de l'écologie. Et à l'inverse, dans la pétition en faveur des chevaux, le terme d'écologie revient à plusieurs reprises, notamment dans les expressions écologie punitive, écolo-intégriste, écolo-bobo. Donc avec l'idée que les gens qui s'opposent à ces projets seraient des écologistes extrémistes. Et donc là, on voit en fait 2 visions de l'écologie. Et finalement, cet exemple qui peut sembler très marginal est assez révélateur des tensions internes aux partis et aux convictions écologistes qui rassemblent une grande diversité de personnes et au sein desquelles on peut avoir justement des points d'achoppement sur la question des droits des animaux. Et qui a gagné finalement dans cet affrontement ? Je me demande, qu'en est-il des chevaux de cette petite commune dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Donc c'est Questembert en Bretagne. Alors je ne sais pas si on pourrait dire qui a gagné, en tout cas d'après les dernières informations dont je dispose, la commune a toujours ses chevaux. La vague de soutien a aussi favorisé cela et il y a un documentaire qui a été réalisé sur les chevaux à Questembert qui est diffusé actuellement et qui, il me semble, a reçu des prix. Donc on voit aussi les enjeux de communication de part et d'autre qui n'emploient pas exactement les mêmes médias.
Ok. Bon, merci beaucoup Clara pour tous ces éclairages sur les poules et les chevaux en ville. Ça nous montre bien qu'aujourd'hui, cette question de la présence animale en milieu urbain, elle peut aussi impliquer le retour des animaux d'élevage qui retrouvent une place dans ce contexte actuel de transition socio-écologique. Et c'est intéressant de voir comment, à partir de ces deux exemples et de ces animaux-là, on peut ouvrir de nouvelles portes et des questionnements pour réfléchir à la fois aux nouveaux modes d'habiter en ville, à la vie en ville plus largement, mais aussi à nos représentations, aux ambiances, à nos rythmes de vie et à tout un tas de dimensions de la fabrique urbaine actuelle. Et justement, on approfondira tous ces questionnements dans des prochaines émissions, alors normalement le 13 novembre, mais à confirmer, mais aussi le 11 décembre avec la venue de la bergerie urbaine pour nous apporter un point de vue plus opérationnel peut-être. Voilà, donc on se retrouve très vite et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter l'ensemble des émissions sur le site de Radio Anthropocène ou sur toutes les plateformes de streaming. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.